Alors, René. Bon, quelques personnes vont dire avec leurs mots, et des gens ont participé à... Tout le monde a participé à l'ensemble des travaux, mais certains ont été plus incisifs sur certains points et vont l'exprimer. Le premier, c'est René Friedman, que je ne présente pas, mais qui a beaucoup à l'origine de cette réflexion sur la territorialité et sur le changement de statut des PUPH, qui est évidemment un peu mieux placé que moi pour en parler, si tu veux bien. Bonsoir. Bon, tu as présenté les choses assez pertinemment du travail qui a été fait, donc je vais être assez bref. Pour dire qu'il me semble, il y a deux points sur lesquels j'aimerais bien insister. Celui de l'organisation territoriale, parce que je crois vraiment que tant qu'on ne se sentira pas faisant partie d'un certain territoire de santé, quoi que l'on fasse en santé publique ou privée, dans ce cadre-là, je crois que les choses ne marcheront pas bien. C'est-à-dire on peut être à l'hôpital, on peut être dans un cabinet privé, on peut être dans une pharmacie, enfin, tout ce qui est des acteurs de santé, mais on change de chapeau et on se met un chapeau qui est le territoire, un des 450, on fait partie de ce territoire-là. Et du coup, on se préoccupe avec les autres des inégalités, des zones qui méritent un complément d'action, etc., etc. Enfin, je veux dire, les choses s'organisent. Je trouve que tant qu'on n'aura pas fait, enfin, si on ne fait pas cette définition, mais pratique, alors évidemment c'est compliqué pour les grandes villes, c'est compliqué pour des endroits où il y a des concentrations qui sont faites, que ce soit hospitalière ou bien de concentration d'installation médicale. Mais il faut évoluer, je crois, dans ce sens-là, et se sentir partie prenante d'une collectivité, ce qui permet ensuite de décliner son appartenance, peut-être pas tout le temps à l'hôpital, peut-être pas tout le temps dans le privé, enfin je veux dire d'avoir beaucoup plus de souplesse de ce côté-là. Ça c'est un point qu'on peut discuter, enfin je veux juste le poser, sans trop prendre la parole. La deuxième chose, c'est que il me semble, à l'hôpital, dans l'hôpital, encore une fois, je ne réduis pas du tout le problème à l'hôpital, mais c'est vrai que la structure hospitalière a été abordée, y compris par le président. Je veux dire, je pense que vraiment, il faut qu'on revienne au service. La notion de service est fondamentale pour donner un sens. Et je veux dire, on peut intervenir sur les problèmes de salaire, sur les problèmes de commodité, sur les crèches, sur les conditions d'habitation qui font qu'on recrute du personnel ou pas. Enfin, d'autres ici le savent beaucoup mieux que moi. Et je pense quand même, moi j'ai vu cette déliquescence, je suis pas le seul, cette déliquescence, dans la mesure où si les infirmières, les médecins sont considérés comme des pions, ils sont changés en fonction des besoins, mais sans forcément s'être investis dans la thématique en question, et que ce regroupement qui s'est fait des services pour des pôles qui n'ont aucun sens, si ce n'est un des sens. Il y en a quelques-uns qui ont des sens, mais sinon c'est essentiellement un problème économique. Donc je pense qu'il faut revenir au service et puis décliner bien sûr ce qui a été dit sur la démocratie, sur la représentation, qui n'est pas toujours si simple à mener dans les vrais faits, mais enfin il faut ouvrir en tous les cas de ce côté-là. Mais la notion de service et de public dans un territoire donné me semble fondamentale. Voilà peut-être les deux points qu'on reprendra dans les discussions. Du PUPH peut-être, tu peux dire. Oui, mais le statut de PH, il pose pas énormément de problèmes, me semble-t-il. Je dirais, c'est qu'il y a évidemment trop de tâches qui incombent à une personne qui est en charge, soit qui joue le DRH local, bien qu'il est aidé bien sûr par administratif, mais qui va recruter son équipe, qui va faire du management sur lequel il n'est pas formé, il va surtout faire de l'enseignement, qui va en fait déléguer au PH qui ne sont pas PUPH, mais qui vont faire l'enseignement, c'est bien connu. Et ensuite, il va faire de la recherche, ou de temps en temps en association, et puis quand même, quelquefois, heureusement, des soins, et même des bons soins. Donc, c'est trop. C'est trop pour une personne, c'est bien pour une équipe, mais c'est trop pour une personne. Donc la notion de ces valences au niveau de l'équipe et au niveau individuel, différentes, mérite aussi que l'on puisse évoluer
et changer de valence sur une période de 5 ans, par exemple, qui permettrait effectivement d'ouvrir un peu les horizons et de ne pas figer ad vitam aeternam durant la vie professionnelle jusqu'à 64 ans les problématiques. Enfin, je dis 64 ans comme ça. Christophe Prudhomme sur l'hôpital public, je ne sais pas si... Et après, Patrick qui est revenu, qui a là sa casquette de participation. Christophe n'a pas raté une seule réunion de l'Institut Santé, donc il a sa casquette Institut Santé. Vous le connaissez avec une autre casquette, je suis sûr, mais... Oui, moi je suis un petit peu le radical de l'étape, puisque je suis représentant de la CGT au Conseil national, à la CNAM. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir trouver des solutions. On est dans une période de rupture et c'est de savoir où va aller notre système de santé. Est-ce qu'effectivement c'est le service public en partant des territoires et des besoins de santé? Est-ce que le balancier repart du côté des patients avec un équilibre avec les professionnels, mais les besoins des patients qui sont très en colère aujourd'hui? Et donc ce qui est intéressant dans ce qui est proposé, c'est l'intégration territoriale. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on abatte ce mur qui existe entre l'hôpital et la médecine de ville. D'ailleurs, les professionnels aujourd'hui aspirent à des activités mixtes entre la ville et l'hôpital, et surtout qu'on intègre le médico-social. C'est essentiel. 60% des dépenses de l'assurance maladie aujourd'hui, ce sont les affections de longue durée. Donc on ne peut pas parler de parcours de soins en fonctionnant en tuyau d'orgue. C'est clair. Donc cette notion de territoire, je pense qu'elle est essentielle. L'autre élément important, c'est le service public. Alors là-dessus, on a quelques petites divergences, mais la notion de service public est essentielle aujourd'hui. Et il faudra prendre un certain nombre de mesures opérationnelles sur lesquelles on ne sera peut-être pas tous d'accord. Quand je regarde ce qu'on fait pour sauver Orpea, là, je suis assez irrité, on va dire. L'autre élément important, c'est que il faut qu'on modifie fondamentalement la formation des personnels. Si on veut travailler ensemble, il faut qu'on étudie ensemble, il faut qu'on ait des valeurs communes. Et ça, eh bien, il va falloir remettre à plat toutes ces formations. On a une hiérarchie entre les spécialités médicales qui ne correspondent pas effectivement à la pénibilité. Donc on voit qu'il y a certaines spécialités médicales qui sont survalorisées. On a aujourd'hui dévalorisé la médecine générale, médecine polyvalente, dont on aurait besoin à l'hôpital, qui n'existe pas. L'hôpital avec aujourd'hui un étage par service de spécialité, ça ne correspond plus à la réalité. Moi je suis urgentiste. Quand le patient polypathologique arrive aux urgences, il a le diabète, il a l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, mais ni le diabétologue, ni le cardiologue, ni le pneumologue n'en veut. Voilà. C'est la patate chaude, et donc on le renvoie en ville, où on n'envoie même pas le compte-rendu au médecin, qui est tout seul, qui ne travaille pas avec une infirmière. Et voilà, si on n'a pas le couple médecin-infirmière comme on a à l'hôpital aussi en ville, on n'y arrivera pas. Donc voilà, moi je ne vais pas être très long, mais c'est clair que il va falloir faire des choix politiques. Moi je pense qu'effectivement, il faut arrêter d'avoir des médecins ministres de la Santé. C'est une catastrophe. Et c'est un médecin qui vous le dit. C'est une question politique. La santé est une question politique trop importante pour la confier à des professionnels de santé, qui de toute façon auront une défense catégorielle du système. Voilà, il faut être clair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la question du financement. Alors, moi je suis plutôt pour une sécurité sociale intégrale, la fin des assurances maladies complémentaires, un financeur, un collecteur unique de cotisation et un financeur unique, c'est efficace au niveau médico-économique. D'ailleurs, votre prédécesseur, M. Revel, avec lequel j'avais quelques désaccords, a dit une chose très intéressante, c'est que si effectivement il avait un seul payeur, il pourrait économiser 1500 postes administratifs. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, mais bon, ça montre bien qu'on a un problème. Et en ville, c'est la même chose, avec le tiers payant, les difficultés. Enfin, voilà. Donc, il est clair qu'un payeur unique et un collecteur unique de cotisations, et surtout, en mettant ces cotisations sociales qui ne sont pas des charges, eh bien, en termes de gestion dans les mains de ceux qui les payent. Voilà. Parce que c'est quand même du salaire différé. Si on se réfère aux États-Unis, le SMICAR touche 2000 € et il fait le choix, ou pas, s'il en a les moyens, de mettre de l'argent dans une caisse pour son assurance santé et dans une caisse pour son assurance retraite. Mais voilà, souvent il ne peut pas, et donc c'est une catastrophe. Donc c'est effectivement une partie de la rémunération qui est mise dans une caisse, et il faut que cette caisse, eh bien, elle soit gérée par les gens qui cotisent. Et c'est le meilleur expert sur ses besoins, c'est bien le citoyen
qui sera un jour un patient. Voilà, donc c'est les choix politiques, mais le fait que le débat s'ouvre aujourd'hui et qu'on puisse, dans une structure comme l'Institut Santé, pouvoir échanger, avoir des invités de la qualité de ceux qu'on a ici, je pense que c'est intéressant et ça intéresse beaucoup la population. Bien, merci Christophe. Mais vous savez, on dit il n'y a de richesse que d'hommes, mais ça, jamais on serait arrivé à ça sans cette confrontation d'idées et cette recherche de consensus. C'est impossible. Un cerveau, même le plus brillant, ne peut pas. Donc vous voyez, c'est ça qu'on va essayer d'exprimer en laissant quelques personnes. Si Patrick veut bien donner aussi son avis, et après on passera à Olivier. Bonsoir, monsieur le directeur général. C'est mon patron, alors je suis obligé de le flatter. En famille. Mais vous avez raison, en fait, on se connaît tous. En fait, je ne vais pas être très long, mais ça fait suite à ce qu'il disait. En fait, on se connaît tous. Et en fait, on doit travailler pour les générations futures. Parce qu'en effet, Christophe Prudhomme l'a brillamment dit. En fait, nous, pour l'instant, on est soignants, mais on sera malade. Donc, du coup, on sait très bien que ce système, il est cuit. Alors, si je prends des exemples récents qui sont absolument catastrophiques, c'est bien entendu le lien entre la médecine de ville et l'hôpital. Mais c'est plus encore, si vous voulez, quand d'un coup, il y a ces demandes de rémunération du C à 50 €, pourquoi pas, c'est un débat social, j'ai mon opinion, mais si vous voulez, il y a les droits et les devoirs. Et quand on voit la déliquescence des devoirs de la médecine de ville, ou d'un coup, je prends toujours cet exemple parce que ça parle, l'abandon des cadavres, par exemple, au moment de Noël et jour de l'an, je m'en suis ouvert à la PHP, parce que si vous voulez, c'était la première fois qu'on prenait des véhicules du SAMU pour aller faire la tournée des cadavres. Parce que plus personne voulait signer les certificats de décès. Alors, on m'a parlé, je suis monté voir le président du Conseil national de l'ordre des médecins, mais même lui, il est totalement paumé par la perte d'essence. Donc du coup, ce qui est assez drôle, c'est que le politique, il faut le comprendre, il veut trouver des solutions. Donc ce qu'on a un peu dit, c'est l'évolution des métiers. Donc d'un coup, il y a des tâches qui vont aller vers d'autres professions. Alors, pour ou contre, le truc n'est pas là, c'est qu'il faut trouver des solutions pour les gens. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. Les urgences, juste en un mot, il y a un chiffre que... Voilà, en l'espace de 12 ans, on est passé de 12 millions de passages aux urgences à près de 24 millions, et vous êtes tous dans des structures, vous savez très bien combien on est chiant parce qu'on vous appelle sans arrêt pour vous dire il n'y a plus de lit, il n'y a plus de lit, etc. Et quand on est à la régulation du SAMU, comme je le suis, on nous a mis un service d'accès aux soins, bon, honnêtement, ça foire complètement, mais bon, le truc, on a mis des centaines de millions là-dedans, ça répond pas aux objectifs, peu importe. Mais le truc, c'est de voir que, par exemple, les personnes âgées, puisque Christophe Prudhomme vient d'en parler, sont quelque peu abandonnées dans les EHPAD. Bon, alors il y a des médecins qui viennent, c'est très inégal. Donc quand vous avez une inégalité par rapport à ce que tu disais, si vous avez une inégalité, ça veut dire qu'on n'est pas dans le sens de ce que veut dire la République. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le travail qui a été fait avec l'Institut Santé, où j'ai pas forcément été très assidu d'ailleurs, mais c'est cette notion de république. Et je me permets de redire, comme la précédente conférence où je suis venu, c'est très bien de dire les valeurs de la République. Il faut juste penser à chaque fois à rajouter la laïcité, hein, à chaque fois je le dis, parce qu'elle est justement très très mal menée actuellement dans notre beau pays, et pourtant c'est, à mon avis, avec la liberté, l'égalité, la fraternité, il faudrait rajouter la laïcité, parce qu'on en a sacrément besoin. Le développement dans l'histoire de la santé, le développement de la santé, c'est parce qu'il y a eu de la laïcité. S'il n'y avait pas eu la laïcité, les amis, on serait encore bien en peine à l'heure actuelle. Enfin bon, puisque, juste pour terminer, sur le statut de PUPH, ce ne sont pas mes ennemis, il y en a des très bien. Mais voilà, je pense que c'est... Moi, je suis, comme vous le savez, au SAMU de Paris, à l'hôpital Necker. Bon, en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez, vous avez un petit nombre qui dirige un grand nombre. Là, on est dans le Voltaire. Et c'est vraiment un problème
Parce que quand vous êtes praticien hospitalier dans un CHU, bah, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'identité du PH s'est cassé la figure en l'espace de quelques années. Je me souviens quand j'étais externe, on voyait les PH, ça avait encore un sens. Mais là, c'est quand on a perdu la notion de service. Hein, quand les services ont été abattus, le praticien hospitalier, en fait, il y a eu une dévalorisation du sens et de ce qu'on est. Voilà, c'est très difficile. Mais il faut aller au fond des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, quand on regarde, en fait, la loi de 58, elle était nécessaire. C'est évident. Debré, il l'a bien fait. Il fallait une élite. Ça a été fait, c'est bon. Bon, là, c'est eux qui, finalement, font tout pour obstruer. On ne parle jamais, d'ailleurs, des gens de l'ombre que sont les doyens, mais c'est eux qui paralysent quand même une partie du truc. Je vais juste vous raconter une anecdote avec... une personne qui a été pour moi l'un des meilleurs premiers ministres qui soit, c'est Jean Castex. Pendant la crise, on s'aperçoit qu'il n'y avait plus de réanimateurs. Très bien. On est monté au créneau. Il nous a reçus avec le président de la Société des réanimateurs médicaux, des intensivistes, comme ils s'appellent. Et on constate qu'on forme que 70 réanimateurs médicaux par an en France, qui sont les réanimateurs de vos réanimations polyvalentes. D'accord ? Bon. 70 par an pour l'ensemble de la France, les dom-toms, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Le Premier ministre est complètement d'accord, on est d'accord et tout. Ils vont voir qui? Les doyens, les trucs en disant qu'il faut augmenter le nombre de médecins réanimateurs médicaux, barrage immédiatement des PUPH d'anesthésie, d'accord, qui disent nous aussi on est réanimateurs, on en forme 475 par an, donc c'est suffisant. Barrage. Ce qu'ils oublient juste de dire, c'est que les 475 qui forment, 75% partent dans le privé, puisque c'est extrêmement rentable, puisque vous savez que maintenant, les anesthésistes réanimateurs sont le métier qui rapporte le plus d'argent. Les radiologues ont été un peu rabaissés dans leurs revenus. Donc vous voyez, il y a quelque part, là aussi, si vous voulez, c'est bien... cette structuration universitaire, faut la revoir. Elle manque de transparence, elle manque de démocratie. Eux manquent de bienveillance avec les autres. Quand vous voyez, c'est bien beau l'affichage d'avoir dit on supprime le numerus clausus. Non, le numerus clausus n'a pas été supprimé. Ils ont fait une espèce de mauvaise soupe, d'accord, où il y a une hyper-sélection encore. On ne forme toujours pas assez d'étudiants. Et alors, regardez ce qui se passe à l'extérieur. La Tunisie est en train de dire, moi, je vais vous former tous vos médecins. La Roumanie, pareil. Et nous, on est ridicule. Et tout ça parce que vous êtes tous d'hôpitaux, parce que d'un coup, vous avez encore des PUPH qui disent, il est hors de question de nommer des universitaires dans des hôpitaux généraux, dans des autres structures, que ce soit, là je voyais à Foch, mais ça peut être Saint-Joseph, etc. Il y a vraiment des interpellations, et nous sommes, mine de rien, dans une... Alors, en effet, pour terminer sur une concurrence internationale, mais quand vous voyez le rendu du monde hospitalo-universitaire par rapport à l'industrie, par rapport aux médicaments, où on ne fabrique en fait plus rien en France, et quand vous les voyez, ils sont tous en train de bosser avec des industries étrangères. Vous voyez? Ça, je ne veux pas dire qu'il faut une sorte de patriotisme, mais quelque part, il faut quand même rendre au pays ce que le pays vous a donné. Enfin, ça me paraît logique. Je ne suis pas du tout du Front National, hein, je vous rassure. Mais c'est juste que c'est quelque chose... C'est pour ça que je pense que, si vous voulez, diviser en effet les valences sur des contrats d'objectifs et de moyens ciblés sur quelques années, c'est pas pour les jeter quand leur contrat sera terminé, on peut même le penser à le renouveler, etc. Mais créer un peu d'air là-dedans. Les déesses indiennes aux multiples têtes, aux multiples bras qui sont à vie, sans évaluation, sans contrôle. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on nous dit à nous, simples médecins, à la ville comme à l'hôpital? On va vous recertifier. Et eux, non. Ils se protègent. C'est ça le problème. Merci. Merci. Bien. Olivier. Donc Olivier Saint-Lary, je ne me présente pas, être médecin généraliste libéral et président du Conseil national des enseignants généralistes. Juste sur... et où Patrick? Tu sais que dans le service public, il y a la notion de neutralité est partie, qui est très importante, qui est au cœur du service public. Donc dans ce service public-là, la neutralité, qui est le corollaire de l'égalité, en fait, est un poids très important. Je te laisse la parole. Je t'en prie, merci beaucoup.
En propos liminaire, moi je voulais remercier Frédéric et l'Institut parce que effectivement on n'arrête pas de parler des barrières entre la ville et l'hôpital, mais l'Institut ça fait vraiment partie des lieux dans lesquels on peut discuter avec des points de vue extrêmement différents, et je trouve que ce groupe de réflexion est très riche de ce point de vue-là, donc un grand merci de réussir à mener ça de main de maître et de réussir à faire produire du consensus. C'est jamais très simple dans ce contexte, mais bravo. Donc aujourd'hui c'est une assemblée assez hospitalière, donc moi je suis pas complètement de la famille, mais je vais essayer quand même voilà, de m'incruster au repas. Donc je suis médecin généraliste, je suis installé en zone d'intervention prioritaire dans les Yvelines, et je suis aussi universitaire, prof à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Pour essayer de trouver ce qui fait consensus dans les différentes approches qu'on peut avoir, le premier point c'est vraiment le point du territoire que René a rappelé. Cette notion d'équipe autour d'un territoire, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait tous pouvoir partager, mais qui n'est pas très simple à mettre en œuvre aujourd'hui. Vous savez que les territoires sont différents lorsqu'il s'agit des CPTS, qu'il s'agisse des GHT, qu'il s'agisse des territoires de psychiatrie, qu'il s'agisse des territoires de PDSA. Les découpages ne sont jamais exactement les mêmes, ce qui fait que pour avoir une équipe, quand à chaque fois certains rentrent, certains sortent en fonction du contexte, c'est pas toujours évident. Donc même si je pense qu'on a conscience que c'est compliqué de redécouper une nouvelle fois, un découpage du territoire qui soit uniforme sur l'ensemble des acteurs de santé et peut-être aussi du médico-social serait vraiment quelque chose, en tout cas, que les soignants aimeraient beaucoup voir arriver. Le deuxième point, qui je pense fait consensus au niveau de l'Institut Santé, c'est de se dire qu'on a besoin aujourd'hui, à la fois pour la ville et pour l'hôpital, d'avoir des soins primaires qui soient forts. On a beaucoup de littérature, l'OMS le confirme, les travaux de Barbara Starfield ou d'autres, qui confirment que à PIB à peu près équivalent, les pays qui ont des soins primaires forts et structurés ont globalement des indicateurs de santé qui sont meilleurs que les pays au même niveau de PIB mais qui ont des soins primaires plus faibles. En France, on n'est habituellement pas considéré comme les top pays en termes de soins primaires, et les choses évoluent depuis quelques années, plutôt positivement, mais il n'empêche qu'on a du mal à monter là-dessus. Il y a une des raisons qui peut peut-être l'expliquer, c'est qu'on a un manque criant, notamment de médecins généralistes traitants. On a, je crois que le président de la République le disait dans ses vœux, 100 000 médecins généralistes sur le territoire. On en a moins de 50 000 qui exercent comme médecins généralistes traitants. Et moi, en tant qu'enseignant, ça me crève le cœur quand régulièrement on diplôme des étudiants et quand on leur demande un peu ce qu'ils veulent faire derrière, et que, quand on doit arbitrer entre un peu de téléconsultation très bien payée chez soi, sans beaucoup de frais, et s'installer dans une maison de santé avec tous les frais qui vont avec, salarier une secrétaire, une assistante médicale ou autre, parfois la balance économique, elle penche franchement pas en faveur de l'installation dans le territoire. Et donc ça, c'est vraiment un point qui nous semble important, c'est de favoriser l'installation des médecins généralistes traitants et pas, on va dire, de la médecine la plus productive et incitative sur le plan économique. Le deuxième point, au-delà de la question financière, c'est le point du sens. Là aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on se rejoint, c'est la question de vraiment avoir du sens dans ce qu'on fait. Et donc la proposition qui est faite par l'Institut de se dire qu'on est sur une logique de responsabilité et de confiance aux acteurs, c'est quelque chose qui nous va bien. Et de se dire qu'il faut réfléchir aux modèles qui permettent de confier vraiment les missions aux acteurs, notamment de soins primaires. Si on se dit que la prévention, le suivi des pathologies chroniques, ça fait partie des missions, il faut réfléchir aussi à des modèles économiques qui permettent de les financer. L'acte, c'est pas forcément idéal pour ce type de mission. Et puis, il y a des missions sur lesquelles il faut qu'on avance et qu'on discute, notamment, je pense à un sujet qui fait beaucoup débat aujourd'hui, la permanence des soins ambulatoires. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on en reste bloqué sur la question de obligation, pas obligation. Il y a déjà des leviers à débloquer qui sont très simples, mais qui pour l'instant ne sont pas encore faits. J'espère que ça va arriver rapidement. Aujourd'hui, un interne, étudiant en médecine, il peut participer à la permanence des soins hospitalière. Il peut prendre des gardes, il a un statut, il est protégé et il est financé pour ça. Aujourd'hui, un interne, il ne peut pas participer à la permanence des soins ambulatoires. Il peut le faire qu'en étant remplaçant. Mais il n'a pas de statut d'interne qui lui permet d'être formé, d'être encadré, d'avoir un superviseur et d'être protégé en cas d'incident sur le plan juridique et d'avoir un financement dédié. Donc je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus. Ça fera partie des propositions qui seront remises sur notamment la mise en place d'une 4e année de DES de médecine générale pour permettre de professionnaliser les médecins. On pense que c'est très important parce que si demain on veut que les médecins généralistes prennent des gardes, participent à la permanence des soins ambulatoires, il faut qu'ils y aient été formés.
Et donc, ça me permet de faire le lien avec le point suivant, c'est dans les missions des médecins, il nous semble que la mission d'encadrer les plus jeunes, finalement on prête tout serment, dans le cadre du serment d'Hippocrate, autour de ça, c'est vraiment un point qui est capital. Ça s'est beaucoup développé en médecine générale ces dernières années, on est passé de 3000, 4000 maîtres de stage des universités avant 2010, aujourd'hui on est à plus de 12 000 maîtres de stage des universités en médecine générale, ce qui représente plus de 20% du corps professionnel, donc c'est une grosse partie des médecins généralistes qui font ça. C'est très vertueux. Parce que une des limites du métier de médecin généraliste, c'est finalement d'être peut-être un peu trop en freelance parfois. C'est-à-dire personne ne regarde ce qu'on fait, personne n'est là pour contrôler, et parfois les contrôles sont mal vécus. Le contrôle qui est le mieux vécu, c'est le contrôle de l'étudiant qui est à côté de nous. Il est présent, il regarde ce qu'on fait. C'est compliqué de faire n'importe quoi quand on a un étudiant qui nous regarde. Et je donnerai juste un chiffre. Aujourd'hui, on a un travail qui a été publié dans PLOS sur le sujet. La variable qui est la plus solidement corrélée à un faible taux de prescription d'antibiotiques, c'est le fait d'être maître de stage d'université. C'est beaucoup plus fort que d'être jeune ou vieux, c'est beaucoup plus fort que tout le reste, ça écrase les autres variables. Quand on est maître de stage d'université, on prescrit moins d'antibiotiques, alors probablement pour de multiples raisons, probablement parce il y a un biais de confusion, parce qu'on a eu envie d'aller voir des jeunes, et donc peut-être qu'on est naturellement plus enclin à se former, mais aussi, enfin j'en suis persuadé, même si on n'a pas aujourd'hui les capacités de le prouver formellement, que le regard extérieur du jeune, quand on pratique, il modifie nos pratiques, et probablement de manière vertueuse. Donc je pense qu'il faut continuer à encourager ça, et il faut continuer à l'encourager aussi sur les autres spécialités. Alors moi, j'aurais pas de propos aussi véhéments à l'endroit des doyens, peut-être aussi du fait de ma position, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un message à adresser à la conférence des doyens pour favoriser la maîtrise de stage en dehors de l'hôpital. Je veux dire, un ophtalmo aujourd'hui, c'est impossible pour lui de faire un stage en cabinet d'ophtalmo. Pourtant, je n'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être que 8 ophtalmos sur 10 ne travailleront pas en CHU quand ils seront en exercice. C'est dommage qu'ils ne puissent pas découvrir ce qu'est l'exercice en dehors du CHU quand ils se forment. Et je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Et par ailleurs, je pense que quand on parle des barrières ville-hôpital et des difficultés qu'il peut y avoir, c'est aussi beaucoup par méconnaissance. Et je pense qu'un certain nombre d'acteurs, notamment hospitaliers, lorsqu'ils ont fait toutes leurs études au sein de l'hôpital, nécessairement connaissent assez peu ce qui se passe en ville. Et donc, pour faire tomber ces barrières, la question de la formation, c'est vraiment un des points cardinaux pour faire évoluer les choses. Dernier point, on parlait de sens à redonner au métier. Il y a probablement une valence qui est encore très sous-développée pour la ville, c'est la valence de la recherche. Je suis convaincu que la recherche, c'est vraiment un moteur de l'amélioration de la qualité des soins. Aujourd'hui, vous avez des centaines de millions d'actes qui sont réalisés tous les ans en France et qui sont finalement assujettis à extrêmement peu de recherche, sur lesquels on s'interroge assez peu sur ce qu'on fait. Et bien sûr, le CHU doit rester la pierre angulaire et le centre de la recherche, en lien avec l'INSERM sur tout ce qui est fondamental, sur de la recherche translationnelle très, très technique, technologique. Mais je veux dire, les actes qui sont faits en ville, il faut évidemment aussi les questionner en termes de pertinence et en termes d'amélioration des stratégies. Et pour ça, il faut développer la recherche en ville. Et pour développer la recherche en ville, comme pour tout le reste, il faut des chercheurs, il faut des moyens et il faut des projets. Et quand je dis il faut des chercheurs, je vais évidemment prêcher un peu pour ma paroisse en disant qu'il faut développer la filière universitaire de médecine générale, mais pas uniquement. Il faut aussi développer tous les chercheurs des autres spécialités médicales, mais aussi, et j'allais presque dire surtout, des autres spécialités paramédicales qui pour l'instant sont très largement insuffisamment universitarisées. Je vous remercie. Allez, la voix aux paramédicaux, Christelle Galvez, directrice des soins au Centre Léo Bérard, déléguée générale de l'Institut. Et je tiens à la remercier parce que c'est notre cheville ouvrière dans les régions. Et grâce à elle, l'Institut est dynamique dans les régions aussi. À toi la parole. Merci Frédéric. Bonjour tout le monde. C'est bien la première fois que je parle devant vous tous. Peut-être une deuxième fois, mais c'était une première pour moi. Moi, je suis soignante, je suis aide-soignante, infirmière, je suis celle qui est une cheville ouvrière de l'hôpital, celle qui est derrière les rideaux, qui travaille 24 heures sur 24. Enfin, je représente, je suis celle qui ne savait pas comment faire pour passer les concours infirmiers, et apparemment maintenant, Parcoursup est une des premières professions qui est demandée sur Parcoursup, sauf que 30% de mes collègues étudiants ne vont pas jusqu'au bout. Le système de santé ne leur fait plus briller les yeux. L'endroit qu'on leur propose, les stages, on ne donne plus envie dès le début. Mais est-ce que nous avons... Comment faire pour avoir... Vous m'avez posé une question qui résonne. Comment faire pour donner envie ? Eh bien, est-ce que j'ai déjà envie ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Eh bien, c'est pour améliorer la santé des patients
qui sont sur le territoire dans lequel je suis. Et en fait, pour finir, je ne suis pas directrice des soins. Aujourd'hui, je suis directrice des soins dans un centre de lutte contre le cancer à Lyon. Mais en fait, je ne suis pas directrice des soins d'un centre de lutte contre le cancer. Je suis directrice des soins à Lyon, pour Chaponnet, pour Vénissieux, pour la population. Et je me sens tellement engagée envers eux. Et quand on descend avec... Et quand on fait avec, quand je passe du temps avec les patients, qui me racontent leur expérience, quand je suis connectée à eux, eh bien ça y est, je retrouve le nord. Et enfin, le sens de pourquoi je me lève le matin résonne. Et là, j'engage. Et là, je donne, je partage avec les soignants. Et grâce à tous nos échanges, j'ai pu me sentir aussi capable de participer à réfléchir à un système de santé, alors que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a très souvent un sentiment de ne pas être capable de réimaginer notre futur. Aujourd'hui, on est cantonné à une réalisation parfois de prescription et donc à une chaîne de production, alors qu'on a envie et qu'on s'est levé pour la santé des Français. Et vraiment, sincèrement, s'il y a bien un sujet qui me tient à cœur dans l'Institut Santé, c'est cette notion d'équipe qui se rassemble pour repenser comment pouvons-nous maintenir en bonne santé et effectivement soigner s'il y en a besoin, mais maintenir en bonne santé. Et encore, il y a 3 jours, j'entendais un des oncologues qui me disait « mais moi, je préfère garder des patients en hôpital de jour, même ceux qui vont bien, parce que si je ne vois que des patients qui ne vont pas bien, comment je peux faire pour avoir l'impression de faire du bon boulot ?» Et donc, alors que moi, je lui dis, on peut garder les patients à domicile, ce serait bien de faire de la chimio à domicile. Non, mais il me faut des patients qui vont bien. Alors, comment faire pour reconnecter ces mondes ? Les patients qui, pour finir, vont nous dire, mais vous avez rendu service, vous m'avez rendu service. Et comme le temps passe très vite dans nos hôpitaux, on n'a plus le temps de voir ce qu'on a réalisé. Et donc, le bon service, le bon travail d'équipe qu'on a réalisé. Et c'est ça qui nous galvanise, c'est la Coupe du Monde qu'on gagne tous les jours. Mais sauf qu'on ne sait pas qu'on l'a gagnée. On a juste couru sur le terrain. Et donc, ce qui a comme sens, effectivement, c'est le territoire. Le service au territoire, sur le territoire, et c'est là que ça vit. Et je pense qu'on engagera une population de jeunes, une population avec eux, et on réimaginera enfin qu'est-ce qui fait briller les yeux et qu'est-ce qu'il fait avec. Donc voilà, je pense que vraiment le territoire, le faire avec le patient, faire avec le citoyen, nous donner du temps pour faire autre chose que juste la réalisation de prescription, faire de la recherche, repenser, faire de l'enseignement, participer à l'université. Vraiment, sincèrement, moi, j'ai voulu faire un doctorat, on m'a dit, mais si tu fais un doctorat, tu ne pourras plus faire l'hôpital. À part les infirmiers n'ont pas le droit, si on voulait faire un doctorat, d'exercer entre moitié à l'hôpital et moitié à l'université. Comme les médecins là, les sages-femmes ont eu le droit dernièrement. Mais toujours pas, et de toute manière, il n'y a toujours pas un doctorat pour sciences infirmières. Vous voyez, je pense qu'il y a une place pour pouvoir faire évoluer, parce que ça, il faut nous donner des capacités d'imaginer, encore pour nous inscrire. Moi, j'ai la chance d'être dans l'Institut Santé, mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais imaginer ça avec qui que ce soit d'autre. Donc la gouvernance, je voudrais revenir, je pense, vous avez parlé de la gouvernance médico-administrative, je dirais médico-soignante administrative, si je peux me permettre. Je crois qu'on peut être à vos côtés des garants de faire avec vous, de pouvoir imaginer, et sans infantilisation, sans nous dire qu'il faut 5 infirmières pourtant. Sachez on sait faire ça. On est des personnes qui avons des capacités où on peut faire avec les équipes, réfléchir, et c'est pour ça que remettre au niveau du service la capacité de la bonne gestion, on fait de la bonne médecine, de la bonne gestion, on peut travailler ensemble à définir quels sont nos besoins de professionnels, et on n'abusera jamais, je pense pas qu'on aime être trop, on aime juste pas être assez. Et donc ça, ce sera voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de prendre ce temps ce soir pour réfléchir ensemble à ce système de santé qui a besoin d'être renouvelé. Merci Christelle. Dernière parole des patients. Si Françoise et Raymond, vous pouvez y aller. Vas-y. En quelques minutes, parce que j'avais promis à notre grand témoin qu'il puisse partir à l'heure. Merci Frédéric, merci Christelle, et merci à l'Institut Santé de m'avoir associé. C'est quelque chose qui me parle, cet esprit collectif et collaboratif qu'on mène depuis 2018 maintenant.
Donc moi, au niveau des patients, je vais vous parler plutôt des patients, de leur origine. Si on regarde l'étymologie du patient, un patient, c'est quelqu'un qui souffre, hein, c'est l'origine latine, le patior, celui qui souffre, celui qui endure. On note une notion de soumission quand on parle du patient. Et si on va plus loin dans l'étymologie, dire qu'un patient devient un acteur est un non-sens étymologique. Donc moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Et en fait, dans l'évolution du patient, quand on regarde depuis la loi du 4 mars 2002, parce que c'est la loi qui a conféré un petit peu les droits du patient, les droits individuels, les droits collectifs, la notion de représentation des usagers, la formalisation de la démocratie sanitaire, et cette loi a été une des rares lois votées à l'unanimité au Parlement. Donc ça voulait dire que même si Bernard Kouchner, en buvant son café le matin, s'est dit « tiens, je vais dicter une loi », c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il y a un long travail qui a été fait avant. Depuis 30 ans en avant, il y avait les propositions sénatoriales et qui ont conduit à cette loi. Cette loi a permis donc de représenter les usagers, mais quand on est représentant des usagers, on représente tous les usagers au sein d'un établissement, on ne représente pas que sa pathologie, et on participe à l'évolution du système de santé. Donc ça, c'est une partie de l'engagement des patients. Maintenant, les patients s'engagent. Et ils deviennent des patients ressources, ils deviennent des intervenants en éducation thérapeutique selon la réglementation, ils deviennent des patients formateurs, ils deviennent des patients enseignants, ils deviennent des patients chercheurs, et ils deviennent même des experts au sens de l'expertise, qui est quand même bien définie dans les textes. Et si je prends la partie de la formation, puisque ça a été évoqué, et il y a besoin de formation, les patients ne sont plus des simples témoins. Ils viennent, maintenant, ils participent à la co-construction des programmes, ils dispensent les programmes, ils les développent, ils les évaluent, ils participent à l'accompagnement des étudiants dans leur soutenance de travaux de fin d'études, de jury de thèse et tout. Donc vous voyez, dans la formation, il y a toute une évolution du patient dans son engagement. Dans la partie recherche, on n'est plus des simples témoins. On participe plus simplement à un groupe contrôle dans une étude randomisée. On participe à l'appel à projet, on participe à la lettre d'intention, à la rédaction de la lettre d'intention, le cahier des charges, la lettre d'intention, le protocole, les demandes d'autorisation et toute la partie conduite du projet de recherche avec le suivi jusqu'à l'analyse des résultats, la formation aussi, puisque dans la recherche il y a besoin de formation, la formation, l'analyse des résultats et les publications. Donc vous voyez quand même l'évolution du patient dans sa vie actuelle. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Donc je pense que, comme le disait si bien Christelle à l'instant, on n'est plus dans le faire pour, on est dans un changement de paradigme, on n'est plus dans le faire pour le patient, on est dans le faire avec le patient. On n'est plus dans une relation prescriptive, on est dans une relation collaborative. Et c'est toutes ces avancées-là que l'on voit aujourd'hui. Donc encore merci à l'Institut Santé qui m'a permis, en ce qui me concerne, de participer à cette réflexion et qu'on puisse avancer. Donc je pense que les patients ont encore beaucoup de choses à faire en collaboration. Merci beaucoup Raymond. Françoise, dernier mot. Donc Françoise dirige la plus grosse association de patients en France, je crois, la FLAR, contre les rhumatismes. Donc nous t'écoutons. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Et évidemment, la démarche qui est proposée, je suis là ce soir parce que je la partage. Merci Frédéric, il faut du courage pour s'attaquer au diagnostic que tu as fait, à l'analyse. Et je la partage aussi. Alors, les points de vue qui ont été portés ce soir, et on attend la suite très vite, ils sont éloquents, et ils montrent qu'en effet, il faut partir des attentes, des besoins des patients, et puis des attentes et des besoins des soignants. Moi, je vais vous dire quel est le point de vue des patients usagers. Alors, des points de repère quand même sur les faiblesses, c'est que le patient, il est pris dans un faisceau de vulnérabilité. Et pourtant, il n'est pas géniard. Hein. On peut penser à un prince anglais qui geint alors qu'il a toute la vie devant lui. Les patients ne sont pas ça. Ils sont faibles par la maladie, bien sûr. Ils sont faibles par les symptômes qui leur arrivent. Hein, dans le mois-peau, c'est Didier Anzieux qui l'a dit. Mais ils sont très forts, en fait, les patients. Ils sont là et
il donne des leçons. Moi, je suis moi-même patiente, d'ailleurs, je dois le dire. Et donc, cette vulnérabilité du patient, on peut l'avoir avec une approche clinique, institutionnelle, éthique. Mais en fait, c'est la société qui fabrique la vulnérabilité. Et l'hôpital, finalement, la politique de santé, de soins à l'hôpital, doit viser à amenuiser cette vulnérabilité. C'est ça qui est attendu. Et donc, les patients, ils sont malheureux en ce moment. Hein. On voit que les soignants sont malheureux, mais les patients sont malheureux parce qu'ils sont conscients. Et ils ont l'aptitude à dire l'hôpital est malade. Donc, juste pour revenir sur ce que disait Patrick Pelloux, l'hôpital, finalement, il est devenu un peu, beaucoup passionnément, le médecin traitant des patients usagers aux urgences. Et il y a un déséquilibre qui s'est installé. Donc c'est ça aussi qui est très préoccupant. Donc le prendre soin, le care, c'est ce que vient révéler notre société. Est-ce qu'on en est capable, hein? C'est ça aussi qui se passe. Et donc ces questions-là, elles sont très prégnantes et on voit bien, les patients voient le burn-out des soignants, ils voient bien comment l'institution rend malade les soignants, ils voient bien la fabrique de la vulnérabilité pour les soignants mais pour eux aussi. Hein. Donc du côté du patient, comme je l'ai dit, quand le symptôme fait irruption, ben, c'est un grand malheur. Hein. Et donc, en effet, il faut savoir que l'hôpital, c'est un monstre. Le patient, il est dépouillé de ses vêtements, il y a la nudité, il y a les attentes, il y a le silence. Tout cela, c'est difficile de s'y soustraire. Or, je pense qu'on peut travailler là-dessus. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, je vais plus loin, parce que le système, c'est vrai, on l'entend, et ça résonne pour le patient que ce système est désorganisé. Il y a une toxicité, il y a la pénurie dont ils entendent parler et dont ils souffrent, il y a ces recherches de créneaux pour eux, il y a ces dysfonctionnements et cette efficience parfois difficile à ressentir, il y a une ambiance qui peut être, on le sent, délétère. Donc tout cela, c'est la grande question. Et moi je crois quand même qu'il y a aussi des repères de force. Je vous l'ai dit, les patients sont forts. Nous sommes forts. Vous aussi, vous êtes forts quand vous vous exprimez. Vous qui êtes là et qui réfléchissez. Et on a évidemment le bonheur de réfléchir ensemble. Donc je crois qu'il faut partir de cela. Il faut réinventer quelque chose à partir de ce que l'on a. Ça, je crois que c'est très important. Il y a des choses qui sont extrêmement positives, intéressantes. Et donc je crois qu'il faut surtout être dans ce positionnement de ne pas balayer tout, mais de reconstruire à partir de l'existant. Attention quand même, la crise de notre société, notre modèle social, fait qu'on doit réfléchir parce que la population évolue, la démographie, il y a le vieillissement, etc. dont a parlé très bien Frédéric et les intervenants. Donc il faut nous préparer, il faut continuer de nous préparer. Là, on n'est pas encore prêt. C'est maintenant. Donc, encore un point fort, c'est que la crise, elle appelle le renouveau. Et donc, même si parfois les positions des patients se radicalisent, mais parfois aussi, évidemment, on assiste à la radicalisation du monde médical ou du monde soignant face aux difficultés qui sont structurelles, conjoncturelles, on pourrait en parler longuement. La place des usagers patients, c'est là où ils vivent, c'est dans les territoires, là où ils ont des enfants. Ils vieillissent et parfois ils décèdent, évidemment. Et donc, quand les patients diront « mon hôpital », puisqu'il est question de l'hôpital ce soir, je ne vais pas parler de la ville, eh bien, ça voudra dire quelque chose. Ça voudra dire aussi que les patients doivent s'impliquer. Ils souhaitent s'impliquer dans cet avenir, dans ce présent et cet avenir, pour repenser, pour travailler ensemble. Il ne faut pas faire comme le Titanic avec les questions qui sont compartimentées et qui n'interagissent pas entre eux. Et c'est ça la vraie difficulté. Il faut travailler ensemble, parce que les difficultés sont majeures. Il faut participer, c'est un défi. Et je remercie évidemment Frédéric, qui depuis plusieurs années, il ausculte le présent, mais aussi l'avenir. Et ensemble, nous pouvons, en effet, avec les valeurs humanistes, parce que je rappelle quand même quelque chose, Hippocrate, dans le tome 3 du Spongoun, dit « Quand je vais chez un malade, j'entre, je lui prends la main et je l'écoute. » Donc merci 1000 fois de votre écoute ce soir. Merci bien.